J'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on s'attaque à la classique de l'Ardèche, à la Drôme classique. On avait fait la présentation en début de semaine. On va revenir sur ces deux courses qui ont été assez sympathiques à regarder. Ça a été du cyclisme. Alors, c'était pas champagne, mais c'était quand même spectaculaire, avec notamment la Drôme classique. On a eu quand même un final assez serré, notamment avec Alaphilippe qui s'est vraiment mis au service de Guillaume Martin notamment. Donc on reviendra là-dessus. On avait également des belles start list, même si tout le monde n'a pas forcément été parfait. Et puis voilà, on va revenir sur ces deux courses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. L'UAE Tour est déjà en ligne normalement. Kurn, Bruxelles, Kurn, ça sera demain. Le Samin également demain, parce que je ferai, je pense, la vidéo à la suite de la course. Et puis il y aura Piste Verte qui arrivera jeudi soir normalement, parce que je pense que mercredi je vais tenter de voir le maximum de compétitions possibles, vu que ce week-end j'étais quand même plutôt concentré sur le cyclisme. Et bon, on commence tout de suite. Course qui a été, les deux courses ont été plutôt très sympathiques. Alors, c'est souvent, moi je disais, il y avait la classique de l'Ardèche qui était sympa, et puis la Drôme classique, on se faisait un peu plus chier. Là, ça a presque été l'inverse. Je dirais que la Drôme classique a été très spectaculaire. Le changement de parcours a fait énormément de bien. Je trouve que cette dernière boucle était très intéressante. L'arrivée aurait même pu être sur Duplace. Pour moi, ça n'aurait pas changé plus. Enfin, ça aurait changé entre Vingegaard peut-être et Ayuso. Et encore, je pense qu'Ayuso était complètement cuit. On aurait pu même avoir un arrivé sur le plat, ça n'aurait pas changé grand chose, et ça a été comme souvent des courses indécises, parce que même si j'aimais pas trop la Drôme classique, ça a souvent donné des courses indécises. Pareil sur la classique de l'Ardèche, parfois il y avait des finales assez spectaculaires certaines années. Par contre, le problème, ça a été la chute due à un chien sur le parcours. Ça, on peut pas critiquer les organisateurs. Il faut pas emmener de chien sur le bord d'une course, voilà, cycliste. Vraiment, c'est un truc à pas faire. C'est-à-dire que même si votre chien est très éduqué, une course cycliste, c'est pas fait pour. Voilà, c'est un truc qui est très bruyant, qui peut faire peur. Donc voilà, évitez d'emmener les chiens sur le bord des routes, surtout qui ça va pas être intéressant pour eux. Voilà. Donc j'ai rarement eu un chien regarder avec attention l'arrivée de l'étape du Mont Ventoux. Donc voilà, c'est décevant parce que, enfin c'est décevant, c'est terrible parce qu'il y a deux coureurs qui se retrouvent comme Rémi Rochas avoir une fracture de la clavicule. Le coureur de Gosport, lui se retrouve dans une situation avec 3 vertèbres fracturées, donc vraiment une très très grosse chute. Et dans une équipe continentale, c'est une chute qui est quand même très forte, il est multi-traumatisé. C'est une chute aussi grave et importante que celle de Jade Bernal, parce qu'il est tombé lui dans le bas-côté. Et en plus, il fait partie d'une équipe continentale où vous n'avez pas toujours énormément d'argent dans ces équipes-là, donc ça nuit énormément à Gosport et ça nuit en plus également aux coureurs. Donc voilà, faites attention vraiment quand vous êtes sur le bord des routes et quand vous êtes spectateur. Pas de bilan des bleus, on fera seulement top et flop, parce qu'il y avait beaucoup de bleus au départ, et puis on va essayer que la vidéo soit assez courte, parce que j'ai un programme très chargé cette semaine. Donc on commence tout de suite par le bilan des bleus. Attaque de Marlou! Et donc bien entendu, c'était pas le bilan des bleus, c'était les coureurs au top. Je dis une phrase pour dire l'inverse. Du côté des coureurs au top, je commence avec McNulty. Sacré numéro samedi de McNulty. Je trouve quand même que sur les deux courses, alors je sais pas si les équipes françaises avaient bien repéré les start lists, mais laisser partir McNulty, Van Sevenant le samedi et le dimanche, il y avait aussi Vingegaard et celle que j'ai oublié, Kemna également samedi et Ayuso. Bon, c'est prendre des risques quand même de ne pas les revoir.
McNulty, il a saisi l'opportunité, voilà, 25 bornes de l'arrivée, il a fait la différence, et puis après, voilà, il est parti seul. Il a quand même été sacrément costaud parce qu'il était avec Van Sevenant et Seth Kuss, il les a complètement lâchés. Donc très fort de ce côté-là. Et puis il a saisi sa chance. Et puis c'est pas un branquignol, McNulty. Et puis on l'a vu en début de saison, il est très fort dans les numéros solitaires. Et puis moi je me souviens toujours de la première fois que je l'ai vu autour de Sicile également, où il avait été, la première fois que je l'avais vraiment vu performer autour de Sicile. Également, quand il était chez Rally, donc en 2019-2020 au moins, ça va être 2019. Donc on sait le potentiel de ce coureur, on sait. Le seul problème de McNulty, c'est qu'il est chez UAE. Il serait dans n'importe quelle autre formation et il serait déjà leader sur le Grand Tour. Il serait chez DSM, chez Movistar, il serait déjà leader sur les Grands Tours. Le problème, c'est qu'il est chez UAE. UAE, il y a tellement un effectif pléthorique qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Et puis le deuxième problème de McNulty pour moi, c'est qu'en haute montagne, j'ai encore l'impression qu'il est un peu limité, l'Américain. Mais bon, c'est la pépite américaine quand même pour les 3-4 prochaines années, McNulty. Et ça, il fait partie de cet États-Unis qui retrouve un petit peu du poil de la bête au niveau du cyclisme. Vraiment très intéressant, McNulty. Il a une très bonne gestion de l'effort. On voit le coureur de contre-la-montre, c'est un coureur qui sait très bien gérer ses raids de 25-30 bornes. Alors, c'était un peu moins impressionnant que sur les Trofeo Playa de Majorque, où là, il a vraiment fait une sacrée performance pour son premier jour de course. Mais on sait le potentiel du bonhomme. Faut pas le laisser partir. C'est à partir du moment où tu laisses 15 mètres, 20 mètres, c'est mort. C'est mort. Et McNulty a vraiment un très bon résultat. Et il continue une très bonne semaine pour UAE avec la victoire sur le tour national de Pogacar, donc plutôt une bonne semaine, malgré quand même la fracture de la clavicule de Gaviria. Je continue avec l'autre vainqueur, c'est Vingegaard, qui... alors je l'avais pas mis parmi les favoris, parce que pour moi le favori c'était plutôt Roglic dans cette formation. Sauf que Roglic, moins bien physiquement que Vingegaard. Et Vingegaard, il a bien senti le coup avec l'attaque de Ayuso. Il a bien profité du fait qu'Ayuso a pas été fut-fut quand même, parce qu'ils partent à 40 bornes de l'arrivée. Et Ayuso, il fait quand même au moins 15 bornes quasiment de relais seul. Alors après, Vingegaard, il a fini solo également les 10 derniers kilomètres, mais Ayuso, il en a pas du tout gardé sous la pédale, et surtout à 40 bornes, alors une fois que tu vois que tu fais l'écart, faut se passer des relais les cocos. Et Vingegaard, l'autre il lui proposait pas de passer des relais, donc Vingegaard en filou quand même, il s'est pas dit je vais forcer la main pour lui faire passer des relais, parce qu'en plus on prend toujours de l'avance. Mais Ayuso il a été un peu naïf à ce moment-là, un peu jeune, je trouve, parce qu'il aurait dû demander de passer des relais. L'autre, c'est Vingegaard, c'est quand même le mec qui a fait deuxième du dernier Tour de France, c'est pas à toi de rouler, c'est à lui, principalement, hein, je dirais, dans ce genre de cas. Et après, Vingegaard, les routes françaises lui réussissent quand même très très bien. Une belle victoire, surtout un sacré numéro, parce qu'il a fait quand même les 10-15 derniers kilomètres seul. Parce qu'Ayuso, il avait, surtout sur les 10 derniers kilomètres, Ayuso, il n'y avait plus d'essence dans le moteur. Derrière lui, il y avait quand même Alaphilippe qui se donnait à 100%, plus Martin et Cosnefroy qui passaient aussi des relais. Il arrive à garder de l'avance. Donc vraiment, belle performance de la part de Vingegaard, et puis ça montre que c'est un coureur qui est capable également d'être performant sur les classiques. Donc ce coureur-là, pour le moment, il n'a jamais été dans un jour sans. En un an presque et demi, on l'a toujours vu performant, donc c'est vraiment super pour lui en 15 mois de saison. Je continue avec Guillaume Martin, je crois que j'ai mis en troisième top. Oui, je l'ai mis en troisième top, je vais essayer de respecter l'ordre, c'est pour que le montage aille plus vite. Donc Guillaume Martin, 2 fois top 5. Il n'a pas quitté le top 5 depuis le début de saison, mais
fait, c'est qu'il n'a pas encore gagné. Guillaume Martin, il n'a pas la win en lui, j'ai l'impression, Guillaume Martin. On s'est un peu trop regardé dans ces deux courses-là, je pense. Surtout dans la course de samedi, mais même dimanche, ça se regarde un peu. Et puis on s'aperçoit au bout d'un moment que Vingegaard et Ayuso, qui ne sont pas des branquignoles, ont 1 minute d'avance. Il aurait fallu réagir un petit peu avant. Je trouve qu'également chez Cofidis, le samedi, la stratégie, on avait du mal à savoir si c'était Guillaume Martin le leader ou si c'était Rochas. Parce que dans la manière de rouler, je trouve que c'était pas extrêmement clair entre les deux coureurs. Et puis après, du côté du reste de la semaine, pour Guillaume Martin, voilà, c'était... Enfin, le reste de la semaine, sur les deux courses, il est en forme, les jambes sont bonnes, comme il l'a montré depuis le début de saison sur ce type de course. Il a eu des qualités de puncher, parce qu'il avait des qualités de puncher quand il est arrivé chez Intermarché. On le voyait même plus comme un puncher que comme un grimpeur quand il est arrivé chez Intermarché. Enfin, à l'époque, il s'appelait pas Intermarché, qui était Vantigobert. Et Guillaume Martin, un peu comme Cofidis et Arkea, voilà, il prend beaucoup de points également UCI. C'est important, ces deux top 5, parce que Cofidis a besoin de points pour rester en World Tour. Et même s'il n'a pas gagné, c'est sur des points importants, mais bon, voilà, des fois, il a peut-être un peu trop tergiversé et peut-être un peu trop attendu à un moment avant de faire rouler ses équipiers ou avant d'attaquer. Et ça a peut-être été l'erreur de Guillaume Martin, surtout dimanche. Et puis, dernier coureur au top, Villermoz, bien entendu, il y en avait d'autres qui étaient au top, mais j'ai mis Villermoz. 6e, dimanche, 8e, 10e, samedi. Ça fait quand même du bien de revoir Villermoz, j'ai déjà dit, autour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var. C'est un coureur qui a toujours fait des bons résultats sur les classiques, qui a eu quand même une saison 2021 très très compliquée. Et voilà, il a été performant sur ces deux courses. Alors moi, j'ai été plus impressionné par sa course de dimanche, parce que dans la montée finale, il lâche tout le monde. Ça, c'est assez impressionnant, hein. Il lâche quand même du Warren Barguil, du Oldani, du Guilhermet, du Burgodo aussi, qui est plutôt en forme. Et puis, il a fait le job quand même pour amener également des points, pour faire un bon résultat pour l'équipe totale. Donc voilà, plutôt satisfait de ce qu'a fait Villermoz. Et puis voilà, encore une fois, c'est un coureur qui est sympathique, qui a eu tellement une saison 2021 compliquée que ça fait vraiment du bien de le revoir au top et de le revoir en action, et de le revoir en plus avec des bonnes jambes, parce que même ces dernières saisons chez G2R, c'était pas ça. Donc voilà, ça fait du bien de le revoir, même si ce sont des courses franco-françaises. C'est vrai qu'on attend un moment de le voir avec un peu plus d'adversité. C'est quand même pas mal de le voir à ce niveau-là. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec BNB Hotel, qui a été inexistant sur ces 2 jours. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Le premier BNB qui termine, c'est Koretsky qui fait 32e samedi, avec un Bonamour qui fait 98e à 13 minutes. Donc là aussi, du côté de Bonamour, il va falloir quand même commencer un petit peu à s'inquiéter. Sur la Drôme Classique, ça a été un peu mieux pour Bonamour, 41e, mais bon, les deux équipes ont quand même été l'équipe a été complètement inexistante sur ces 2 courses. Je rappelle qu'on est quand même en France. Cette équipe a quand même reçu une invitation sur le Tour de France à la place d'Uno X. Alors pour moi, c'est pas une surprise qu'eux aient reçu une invitation à la place d'Uno X, parce qu'on a toujours privilégié au niveau des invitations les équipes nationales. Je rappelle qu'une année, on a quand même invité RAGT Semence Rover sur le Tour de France, qui était une équipe qui était la suite de Jean Delatour, qui était une équipe avec un niveau catastrophique. Avec des sponsors qui étaient déjà en faillite quand ils ont commencé à sponsoriser l'équipe, parce que MG Rover était déjà en grande difficulté financière. Mais en termes de résultats, c'est absolument pas justifié, hein. Parce que BNB, là, le début de saison, il n'y a pas... Dans les meilleurs résultats de BNB, on va regarder un petit peu, parce que je pense que c'est pas... à part sur le Tour du Rwanda, hein. Le Tour du Rwanda, est-ce qu'on le compte vraiment comme une course professionnelle ? Oui, il n'y a pas
de top 10, à part le Tour de... Ah si, 8ème place sur le Tour de la région de Murcie pour Thibaut Ferras. Sinon, après, voilà, c'est Jonathan Hiver fait 10ème de la Classica Rennes-Parisor, que je devais regarder, que j'ai toujours pas regardé. Et je suis même pas sûr qu'un jour j'ai le temps de regarder. Et puis après, c'est le Tour du Rwanda. Bon, après, le Tour du Rwanda, c'est sympathique, mais c'est pas vraiment d'un haut niveau professionnel. Il y a quand même quasiment des amateurs qui courent sur ce Tour du Rwanda. Bon, et puis avec un Bonamour qui est complètement inexistant quand même depuis le début de saison. Là, bon, il fait 41ème. Koretsky, moi je juge pas tout de suite. Je juge pas tout de suite parce que pour moi, c'est un coureur qui vient du VTT, c'est pas du tout la même discipline. Koretsky, en plus, moi je sais pas trop quel est son profil de coureur parce que pour moi c'était pas un sprinter. Je me souviens qu'il s'était fait défoncer sur un sprint à 3 avec, je crois, Pidcock sur une Coupe du Monde. Donc c'est un coureur qui est peut-être plutôt sur le profil grimpeur, mais encore une fois il vient du VTT, donc c'est pas du tout le même monde. Moi je dis toujours, la première saison de Perrault elle a pas été fantastique. Alors je sais qu'on me l'a reproché dans les commentaires, mais j'ai pas retrouvé le commentaire ensuite derrière dans la suite des commentaires sur YouTube, donc j'ai pas pu répondre. Mais Perrault, certes, il y avait eu quelques top 10, top 15. Je rappelle que le mec avait quand même été vice-champion olympique, que vraiment il était du niveau d'un énorme champion, voilà, qui a dominé son sport qui a été l'un des leaders de son sport pendant plus de 10 ans, Julien Absalon. Donc c'était quand même le top du top, que quand il arrive chez les professionnels, il a déjà roulé chez les amateurs et il était déjà champion de France du contre-la-montre, je crois, ou deuxième des championnats de France du contre-la-montre une année. Il faut quand même aussi l'avoir en tête, ça. Et pourtant, sa première année, il est tombé très régulièrement. Et pourtant, il était dans une belle formation qui était Omega Pharma Lotto. Donc c'est... Voilà, c'est à prendre en compte aussi. C'est-à-dire que même s'il y avait un potentiel chez Perrault, il y a quand même une première année qui n'était pas facile. Notamment, il était pas mal tombé, Jean-Christophe Perrault, et pas mal de grosses chutes. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'habituer à rouler dans un peloton. Quand tu fais du VTT, tu roules pas vraiment dans un peloton. Assez vite, la course se décante. Surtout comme Koretsky, où l'année dernière, tu as quand même eu des bons dossards de départ. Donc, dans ce cas-là, tu as quand même plutôt des phases de départ où tu n'es pas trop emmerdé. C'est pas la même chose dans un peloton professionnel, et puis il y a une gestion de l'effort, et voilà. Donc, moi, j'attendrai la fin de saison, vraiment, pour faire un bilan de la saison de Koretsky. Mais BNB Hotel, là, le bilan, pour le moment, c'est que cette équipe a été quand même très inexistante, à part Alexis Goujard, qui s'est montré offensif. Le reste de l'équipe, pour l'instant, c'est pas incroyable. Donc il va falloir un petit peu cravacher les mecs, parce que si vous voulez avoir une invitation en 2022 sur le Tour en 2023 pardon, sur le Tour de France, il va peut-être falloir un petit peu s'y mettre. Autre coureur, autre flop, j'ai mis Pierre Latour. C'est pour ça que j'ai pas mis de point JR, parce qu'au final il ne bouge pas ce point Jean-René Bernodeau. Il y a un plus, il y a un moins, donc ça fait 0. Ça s'annule. Pierre Latour, les attaques quand même foireuses. Bon, déjà samedi, c'est pas top. Pierre Latour, hein, il finit pas. Enfin, il est pas incroyable sur cette course-là. Hein, il finit 22e, mais assez largué. Enfin, pas dans le sprint, alors que bon, on a quand même roulé on s'est quand même montré chez Total. Et puis son attaque sur la Drôme classique. Je sais bien que parfois il faut être offensif, mais à un moment il faut pas déconner. Surtout que ça roulait très très fort, donc il n'y avait pas besoin d'attaquer à ce moment-là, quoi. Au final, on n'a quasiment pas vu son attaque, vu qu'au bout de 10 km, il se fait manger. En plus, pas de pot pour lui, c'était pendant la pub sur la chaîne L'équipe. Mais bon, Pierre Latour, putain, les attaques foireuses, c'est un peu sa spécialité. Et puis dans la descente, il s'est fait manger aussi à un moment dans la descente. Pierre Latour, mais voilà, vraiment ça m'a énervé parce que t'es Pierre Latour, t'as quand même une petite vitesse, t'es capable de faire des bons sprints de temps en temps dans des petits groupes. Donc, sur une course comme ça, tu peux atteindre quand même le final. Surtout qu'il y avait plusieurs cartes dans Villarmoz.
T'étais le deuxième leader avec lui à Armuz. Pour moi, c'était pas Pierre Latour d'attaquer. Et ouais, pour moi, ça m'a vraiment déçu parce que c'est pas, enfin, vraiment, c'était une attaque débile, quoi. Donc, vraiment, pas intéressant. Et puis, Kelderman. Alors, pour moi, c'était pas un parcours pour Kelderman, hein, que ce soit sur la classique de l'Ardèche ou la classique de la Drôme. Pourquoi j'ai mis Kelderman? Parce que un peu inexistant. C'est un peu toujours le même problème avec Kelderman, c'est-à-dire que c'est un coureur qui a eu des très très bons résultats. Par contre, il faut toujours le chercher dans le peloton, c'est un peu l'homme invisible. C'est-à-dire que, voilà, pourtant, malgré le fait qu'il y a des top 5 sur les grands tours et ce genre de choses, mais le problème, c'est que Kelderman, on ne le voit jamais, il attaque jamais. Enfin voilà, il suit tout le temps, c'est un coureur qui est très frileux. Dans l'idée où il passe jamais à l'attaque. Alors là, j'ai critiqué Pierre Latour qui attaque de manière parfois non intelligente, mais à l'inverse, le fait de jamais attaquer, bah, au bout d'un moment, tu te fais avoir sur certaines courses. Et là, par exemple, sur la Drôme classique, bah, il se fait avoir. Il se fait avoir parce qu'il laisse partir tellement de groupes. Il y a un moment, tu es obligé de rouler derrière. Autant sur l'Ardèche classique, il y avait Kemna qui était devant, donc il n'était pas dans l'obligation de rouler et il était juste dans l'obligation de suivre. Sur la Drôme classique, ils se font avoir parce que Kemna il attaque de loin, parce que donc Kemna au bout d'un moment bah, physiquement il craque, ce qui est tout à fait normal, et derrière Kelderman, bon bah il se retrouve comme un con à être obligé de passer des relais parce que ils se sont fait avoir. Donc voilà, c'est bien d'être intelligent dans sa gestion de course et dans sa manière de courir, de ne pas attaquer sur tout ce qui bouge. Mais à l'inverse, de temps en temps, il faut quand même attaquer pour pas se faire avoir non plus. Donc faut pas être trop attentiste. J'ai l'impression que Kelderman, sur ces deux courses, il était un peu trop attentiste. Après, au niveau de la condition physique, bon, il a l'air d'être plutôt bien, même si c'est difficile à dire, vu qu'il n'a pas joué non plus aux avant-postes sur ces deux rendez-vous qui étaient l'Ardèche classique et la Drôme classique. Mais encore une fois, ce n'étaient pas forcément des courses qui lui convenaient forcément au niveau de son style, de son profil de coureur. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, Kurn, Samin, j'espère demain. Piste verte jeudi. Et puis Paris-Nice pour la semaine prochaine. Et puis Strade Bianchi également. Allez, ciao ciao sur la meilleure production.